Bonjour, aujourd'hui Numismag interviewe Laurent Bonneau qui vient de publier un livre sur les euros français. Alors Monsieur Bonneau, bonjour. Bonjour. Donc déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement et ensuite nous expliquer pourquoi vous avez ciblé plus particulièrement les euros français? D'accord. Moi je m'appelle Laurent Bonneau, je suis gradeur chez PCGS depuis 12 ans. C'est pour moi un métier extrêmement intéressant dans le sens où on voit des pièces de tous les pays, de toutes les époques et de toutes les valeurs. Donc pour un passionné, c'est vraiment une aubaine. Alors pourquoi je me suis intéressé aux euros? En fait, j'ai commencé la numismatique en 2001 et donc en 2002 sont arrivés les euros. Donc c'est tout naturellement, je me suis intéressé à ça dès que c'est arrivé. Et donc j'ai fait des recherches immédiatement quand les pièces sont sorties pour découvrir qu'il y avait des variétés, qu'il y avait des fauteuils. Et j'ai étudié ça au fil des années. Et jusqu'à un moment où je me suis dit j'ai suffisamment d'informations pour faire quelque chose, pour faire un manuscrit. Donc j'ai fait un premier manuscrit en 2012. Donc dans votre ouvrage, il y a une première partie qui est un peu une partie entre guillemets historique, encyclopédique, où vous présentez la genèse de l'euro et puis son développement sur ses premières années. Effectivement, là, la première partie, ça présente tout d'abord l'Union européenne. Oui. La construction politique et économique, peut-être. Donc c'est ça, son historique. D'accord. En commençant par l'Union latine, qui a été une précurseur, une union monétaire européenne qui allait bien au-delà. Oui. Puis ensuite, forcément, il faut parler du premier projet de Koudenov, qui est de 1922, donc oui. Qui a un siècle maintenant. Et donc de ces projets et de la volonté de différentes personnes, on a pu aboutir jusqu'à l'Union économique européenne telle qu'on la connaît aujourd'hui. D'accord. Voilà. Donc effectivement, là je parle de l'historique. Je présente aussi quelques personnes très importantes qui ont œuvré à la création de l'euro. D'accord. De l'Europe en particulier. Et ensuite, je précise les différentes institutions européennes qui gèrent l'Union européenne sur les plans économiques, social et politique. D'accord. Laurent Bonneau, dans votre ouvrage, vous consacrez une partie importante aux différents graveurs qui ont marqué la genèse de l'euro. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire plus particulièrement concernant ces graveurs ? Effectivement, le livre commence par les graveurs qui ont contribué à l'euro, entre autres. Alors tout d'abord, il y a les graveurs qui ont gagné les concours. Donc il y a Luc Lux, le Belge, qui a remporté le concours pour les revers. Et ensuite, on a les 3 graveurs français qui ont remporté le concours national. Donc on a Fabienne Courtiade pour les centimes, Laurent Joriot qui est designer pour les pièces jaunes, et ensuite Joachim Jimenez pour les pièces bimétalliques. Donc pour toutes ces personnes ont contribué à l'ouvrage en présentant leur biographie. D'accord. Donc qui est dans l'ouvrage, de même que les chefs d'atelier et les graveurs généraux qui apposent les différents. Donc toutes ces personnes ont également donné leur biographie que vous trouverez dans le livre. Il y a également la biographie des directeurs, puisqu'ils font quand même, c'est quand même grâce à eux que ils ont marqué l'histoire de l'euro aussi. Que la monnaie de Paris existe. Mm-hmm. Et donc effectivement, cette partie elle est très intéressante puisque j'ai pu à cette occasion visiter les ateliers de la monnaie de Paris. Donc j'ai mis beaucoup d'illustrations pour illustrer donc la fabrication de l'euro, depuis le dessin, la gravure des plâtres, les modèles numériques, la gravure, la finition des coins, la frappe. Et bien sûr, j'ai eu la chance de pouvoir visiter aussi les ateliers de Pessac. D'accord. Qui est c'est l'usine en fait. Ouais. C'est l'usine de production de pièces de circulation qui est très sécurisée et où malheureusement on n'a pas beaucoup d'informations dans les livres
dans les livres de numismatique en général. Et du coup, là, j'ai pu effectivement faire un petit reportage photographique pour illustrer tout le processus de fabrication au sein de l'usine. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette visite de l'usine? Quel est le point marquant? C'est l'outil industriel? Ce qui est assez marquant, c'est de se retrouver, on est au cœur de la fabrication de la monnaie. On est au milieu des machines, c'est un endroit qui est très grand, très bruyant aussi, à cause de la frappe et des pièces qui tombent dans les bacs. Il y a les employés qui manipulent les coins, qui frappent des pièces. Effectivement, ça, en tant que collectionneur, c'est un peu une partie qui fait rêver, puisque c'est vraiment là où se créent les pièces de monnaie et éventuellement quelques fauteuils. Mais du coup, c'était également l'occasion de pouvoir discuter et avoir des explications sur comment sont fabriqués les outils, avec quel matériel, et puis de voir tout le processus de fabrication en fait, du début jusqu'à la fin. Sinon, vous nous aviez dit précédemment que vous présentez votre ouvrage en différents types. Donc il y a d'abord les euros de collection, les euros de circulation. C'est ça, il y a les pièces de circulation qui sont en fait les pièces de 1 centime à 2 euros qui sont les seules qui ont cours légal dans toute l'Europe. D'accord. Ensuite, la partie suivante, c'est sur les écus et les euros temporaires. Les euros des villes, c'est ce qu'on appelle les euros des villes, c'est ça, qui sont des précurseurs un petit peu qui ont eu cours avant les euros. Ensuite, il y a une partie sur les essais et les épreuves. Il y a ensuite, elles sont là en fait, les pièces de circulation, les pièces de collection, donc à valeur faciale, ce sont les pièces en or et en argent qu'on peut acheter pour leur valeur. D'accord. Il y a les pièces de collection qui sont des pièces qui sont vendues plus cher que leur valeur métallique, qui sont l'objet de commémoration annuelle. Et enfin, il y a les pièces fautées avec toutes les sortes de fautes qui peuvent arriver sur une pièce de monnaie. D'accord, ok. Donc si on revient au début, pour ce qui est donc des pièces, on va dire, de circulation, et puis aussi les pièces peut-être pour collectionneurs, on peut dire que c'est un sous-groupe déjà, un premier sous-groupe. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à peut-être ce qui est le plus recherché, ce qui est le plus intéressant à collectionner? Et puis au-delà de ça, quel est l'état du marché pour ces deux types de pièces? Donc, pour les pièces de circulation, donc moi j'ai référencé toutes les monnaies qui ont été émises, y compris les variétés, avec des images pour faciliter l'identification et des cotations qui devraient refléter leur rareté. Donc ces cotations, elles sont relatives dans le sens où c'est les collectionneurs qui font les prix. Là, à ça, il y a deux phénomènes qui rentrent en compte, c'est-à-dire effectivement il y a la demande et il y a l'offre. Alors l'offre, elle est particulière dans le sens où ces pièces-là, elles sont très rares. Et comme pour les centimes, elles sont en cuivre, elles se détériorent très vite et la rareté augmente tous les ans parce qu'il y a de nouveaux millésimes qui rentrent dans la circulation et il y a énormément de pièces étrangères en circulation. D'accord. Donc la rareté de ces monnaies augmente chaque année. Et donc là on parle des pièces de 1, 2 et 5 centimes? C'est toutes les pièces, il y a des variétés sur toutes les pièces. Sur toutes les pièces. De 1 centime à 2 euros, en particulier en 99. Parce que la mise au point des outils a eu lieu en fait en 98, la frappe commence en 98, au millésime 99. Et c'est à ce moment-là où il y a eu différents outils fabriqués et qui ont généré des variétés. C'est ça. Après, à partir de 99, ils ont sélectionné un poinçon sur lequel ils ont enlevé la date et toutes les pièces, ils ont été fabriquées à partir de là, donc il n'y a plus de variété. D'accord. Donc ça concerne vraiment le tout début de l'émission des euros français. Exactement. D'accord. Pour les pièces de circulation, ce qui est très recherché par les collectionneurs, c'est les pièces commémoratives de 2 euros. Les 2 euros. Donc ça, il y en a un certain nombre qui ont été mis en circulation, il y en a d'autres qui ont été mises uniquement en coffret, et certaines qui ont été mises aussi en coffret BE.
Alors les BE qui ont un tirage beaucoup plus faible, pour celle-ci, la cotation a explosé ces dernières années. Donc on se retrouve avec des pièces qui sont vraiment très recherchées. Dans cette collection, est-ce qu'il n'y a pas aussi une sous-collection avec tout ce qui a été colorisé? Alors, C'est-à-dire de 2014 à 2018, je crois, c'est la dernière. effectivement, il y a eu des monnaies colorisées qui ont été produites. Mais officielles, hein, colorisées officielles. Qui sont officielles, mais qui sont officiellement pas légales. Parce que colorisées? Parce que colorisées. En fait, la loi s'applique à tout le monde. Mais ça reste des monnaies. Mais c'est prisé quand même par les collectionneurs. Oui, tout à fait, puisqu'elles sont fabriquées par la Monnaie de Paris, avec des tirages assez faibles, qui peuvent également être en fabrication BE, et qui sont effectivement tout à fait recherchées. Rapidement sur les euros de collection, donc à valeur faciale, et les euros de collection, on va dire, qui sont vendus au-dessus de leur valeur faciale. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Alors, pour qu'est-ce qu'on peut en dire ce qui est des pièces de collection à valeur faciale, en fait, la particularité de ces pièces-là, c'est qu'elles ont cours et qu'elles peuvent être achetées à la Poste ou à la Monnaie de Paris. Elles peuvent être rendues, échangées à la Monnaie de Paris ou à la banque. Donc, effectivement, ça permet pas on n'est pas dans une situation de rareté croissante, comme avec les francs qui ne sont plus frappés, et donc automatiquement la rareté augmente avec le temps. Là, on n'est pas dans cette situation, donc effectivement, les cotations ne sont pas élevées. À noter, il y a 3 pièces qui sont très intéressantes. C'est les pièces du G20 de 2011, dont les tirages sont de 100 exemplaires pour la pièce de 200 € en or. Ce qui en fait la pièce la plus rare française. Il y a la pièce de 50 € en argent et la pièce de 20 € en argent également, de tirage 1000 et 2000. Mais ces pièces-là ont été plutôt offertes pendant le G20 elles ont été effectivement été disponibles lors de l'événement du G20 et ensuite elles se sont retrouvées. D'accord, mais au départ elles ont été données aux participants. Exactement. Okay. Elles étaient vendues sur... Ce qui explique qu'elles soient rares sur le marché là maintenant. Alors elles sont rares, mais elles sont rares surtout parce que le tirage est très faible pour notamment la pièce en or. Ah oui. Pour les pièces de collection, il y a tous les tirages. Il y a des petits tirages, des plus grands tirages. Est-ce qu'il y a une pièce ou deux en particulier qui peuvent... qui représentent un intérêt particulier pour un collectionneur? Pour les pièces de collection, en fait, ce qui est bien, c'est que ça touche tous les collectionneurs, de par les sujets qui sont traités. Ils sont très divers. Donc il y a énormément de sujets, et il y a également une recherche aussi d'originalité et d'améliorer les techniques aussi. Entre autres avec les pièces colorisées, les pièces incurvées, les pièces avec des inclusions. Les pièces de forme, quoi. C'est ça. Donc pour ça, effectivement, il y a beaucoup de... C'est une catégorie de pièces dont toutes les monnaies du monde, en fait, axent leur recherche pour proposer vraiment des choses innovantes et jolies, quoi. D'accord. Donc si on passe à la catégorie suivante, donc les euros temporaires, enfin les euros des villes, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire plus particulièrement? Bon, déjà, il faut préciser que c'était des monnayages locaux qui étaient très temporaires, c'est-à-dire qu'en général, c'était sur quelques jours ou quelques semaines que ça a vraiment circulé, que c'était pour une sorte de test, grandeur nature, sur des zones bien précises, du passage à l'euro. En fait, on testait le passage à l'euro et on essayait de voir comment ça se passait au niveau de la population. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors oui, effectivement, c'est des jetons qui ont été fabriqués pour initier les gens à cette nouvelle monnaie dont le taux de conversion n'est pas rond, donc ça demande un petit peu d'exercice. C'est pas comme de passer de l'ancien franc au nouveau franc. Et effectivement, il y a eu des initiatives de villes, entre autres, qui ont proposé des jetons à leurs citoyens qui étaient échangeables dans les commerces pendant une durée maximum de 3 semaines, je crois, ou un mois. Donc ils avaient cours légal localement. Alors au niveau de la collection, il y en a beaucoup qui ont subsisté. Alors les jetons de faible valeur, donc entre 1 et 5 € qui sont en métal commun, se trouvent relativement facilement.
Mais peut-être plus difficilement déjà en bon état. C'est-à-dire qu'on en trouve souvent qui sont dans des états sup ou inférieurs parce qu'ils ont circulé justement. Oui, il y en a qui ont circulé, Donc, il y en a beaucoup qui ont été conservés aussi voilà. pour le souvenir. D'accord. Donc oui, non, ceux-là se trouvent assez facilement. Même en bon état. Oui. Les pièces en argent, en revanche, se trouvent un petit peu plus difficilement, mais ce sont tout à fait abordables. Par contre, pour les pièces en or, c'est extrêmement rare. J'en ai vu que quelques-unes et j'en ai jamais vu entre les mains. Donc ça, vous pensez que c'est un domaine de collection qui est appelé à se développer dans le futur, de toute façon? Oui. Parce que ça a circulé quand même, ça a été des circulantes. C'est pour ça que moi je les ai mis dans le livre sur les pièces en euros. Ça a effectivement circulé et puis beaucoup de villes en ont émis. Ils sont assez jolis dans le sens où leur fabrication est assez particulière parce qu'en fait ils ont été gravés en taille directe. D'accord. Donc en fait on a tout le travail manuel et de la texture du métal qui ressort dans le dessin. Et ensuite les légendes ont été rajoutées après. D'accord. Donc c'est des jetons qui sont souvent d'un graphisme assez simple, assez clair, mais très, très sympathique et qui touchent toutes les régions. Donc, étant donné qu'ils sont également assez faciles à trouver, effectivement, tout le monde peut se lancer à faire une petite collection de jetons ou avoir ceux de sa région. C'est un peu comme les jetons touristiques, c'est un petit peu la même veine. D'accord. Toutes les fabrications que vous présentez dans votre ouvrage sont des fabrications Monnaie de Paris. Alors oui, j'ai choisi de mettre uniquement les jetons de la Monnaie de Paris. D'accord. Parce qu'ils portent les poinçons de garantie de la Monnaie de Paris. Donc les tirages sont connus, tous les exemplaires sont bien répertoriés. Effectivement, en parallèle, il y a eu plusieurs ateliers privés qui ont fabriqué également des jetons. Mais là, par contre, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui a été fabriqué. On sait qu'il y a beaucoup de choses qui ont été fabriquées, un peu des fantaisies qui ont été fabriquées en plus des pièces pour circuler. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment limité à ceux de la Monnaie de Paris. Donc ensuite, le type suivant, ce sont les essais. Donc euros. Alors, il y en a eu de différents types. Que vous recensez d'ailleurs, ce sont d'abord les essais proprement Monnaie de Paris. Ensuite, il y a une série particulière qui était, donc là qui est plutôt une série européenne, mais qui a été fabriquée, je crois, par la Monnaie de Paris pour les aveugles et les déficients, personnes déficientes. Et ensuite, une troisième sous-série, une sous-catégorie, donc qui était les essais de la Birmingham Mint, donc qui était un atelier privé anglais qui a fait faillite en 2003. Mais qui était présent, qui était dans les rangs pour essayer d'obtenir des marchés de frappe d'euros au moment du passage à l'euro. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, peut-être déjà sur les essais à proprement parler Monnaie de Paris? Alors, effectivement, pour créer une nouvelle monnaie, on est obligé de passer par des tests. Les tests ont été réalisés avec des coins génériques qui sont marqués essais de frappe monétaire. Donc, ils ont été réalisés principalement entre 1996 et 1998, avec donc différentes caractéristiques métalliques, différentes tranches. Donc tous ces essais, en fait, j'en ai répertorié beaucoup. Ils sont classés en deux catégories, ceux qui appartiennent avec certitude à des pièces en euros, et une seconde catégorie où on n'a pas vraiment pu les identifier parce que les diamètres ou les métaux sont différents. D'accord. Donc, certains pourraient correspondre à des pièces en euros, d'autres pourraient correspondre à des pièces étrangères ou même à des jetons ou des médailles. D'accord. Donc ça, malheureusement, sur cette section, c'est la seule section où j'ai pas pu avoir d'archives, puisque ça fait partie des archives européennes qui peuvent consulter. D'accord. Voilà. Donc c'est la seule partie où malheureusement ça manque un petit peu d'informations théoriques. D'accord. Mais en tout cas, vous ils sont tous référencés. Et sur ce qui est vraiment Monnaie de Paris et sur lequel vous avez eu des informations, il y a plusieurs séries en fait. Vous avez 3 ou 4 séries, je crois, d'essais différents, on va dire. Alors, il y a... Parce qu'il y a une série avec une 5 euros, et puis ensuite il y a des séries sans la 5 euros. Oui, effectivement, dans le processus de réflexion, on est parti initialement de pièces en cuivre avec les dénominations suivantes qui sont en cupro-nickel et enfin les plus grosses qui sont bimétalliques.
D'accord. Effectivement, de 1 centime à 5 euros. La 5 euros était prévue initialement. Il y avait également une pièce de 100 euros or qui a été prévue, enfin, qui a été suggérée, qui a été tout de suite refusée. D'accord. Et la pièce de 5 euros a été supprimée parce qu'il y a déjà un billet Il y de avait un même billet, valeur. elle était en concurrence avec le billet. En C'est fait. ça. Et ensuite, il y a eu également plusieurs pays qui ont demandé à ce qu'il n'y ait pas ou peu de nickel dans les pièces de monnaie. Donc on a supprimé le cupro-nickel. C'est pour ça qu'on est passé sur un alliage au nord nordique, D'accord. qui est jaune du coup. Et quant aux pièces bimétalliques, il y a un petit peu de nickel, mais en fait il est à l'intérieur. C'est-à-dire que ça permet d'avoir une sécurité pour les machines automatiques. C'est une signature magnétique. C'est ça, exactement. D'accord. Et de limiter le nickel à la surface de la monnaie. D'accord. Ok. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la série, sinon donc pour les aveugles? Alors, la monnaie de Paris a également fait une série similaire à 2 euros, avec marqué Training Token dessus, qui sont effectivement des jetons d'entraînement pour les personnes qui sont malvoyantes ou déficientes. Donc il y a une série de pièces, c'est également complété avec une série de billets. Qui n'est pas référencé ici parce qu'il n'y a que les pièces là pour l'instant dans cet ouvrage. D'accord. Et ensuite, au niveau des essais, effectivement, il y a les spécimens de l'art Birmingham que vous avez Birmingham cité. Mint, oui. C'est ça. En fait, ils ont fait une série d'euros pour essayer de décrocher des marchés. Donc c'était une série échantillon. Donc je l'ai mis. Elle, évidemment, ce ne sont pas des pièces françaises. Par contre, je l'ai mis parce que ce sont les seuls essais qui sont au type de l'euro. D'accord. Au type définitif. Au type définitif de D'accord. l'euro. D'accord. C'est ça. Donc c'est ça qui est au niveau Mais donc on numismatique, peut considérer que c'est véritable quand intérêt. même c'est aussi un essai pour les euros français de toute façon, enfin directement, quoi. Oui, effectivement, parce que de toute façon, l'euro vert est belge. Et, Oui, de LuxLux. c'est ça. Donc tous les pays sont concernés par le même euro vert. Et effectivement, la monnaie de Bruxelles a fait des essais, puisque LuxLux a concouru au concours européen pour l'euro vert et il a remporté. Et donc du coup, ça a donné naissance à différents essais qui se sont retrouvés sur le marché parce que malheureusement la Bruxelles Mint a fermé en 2018. Donc là, il n'y a plus de monnaie de Belgique depuis cette date. C'est une monnaie privée des Pays-Bas qui fabrique les pièces pour la Belgique. D'accord. Juste pour à titre informatif, une série complète d'essais français, on va dire basique avec 8 valeurs. Vous estimeriez ça autour de combien en valeur de collection pour donner une idée? Donc la série ouais, 1 centime à 2 euros. La série la plus abordable, on va dire, parce que comme il y en a plusieurs, oui. on va dire prix de marché à peu près. Je dirais que ça serait entre 1500 euros et 2000 euros. 1500 et 2000 euros, d'accord. Ouais, disons que la difficulté dans cette série, les petites valeurs se trouvent à un prix raisonnable. Par contre, les 1 et 2 euros sont beaucoup plus chers. La 2 euros est plus recherchée et elle est plus rare. Et surtout, il y a plusieurs modèles qui sont très intéressants, dont celui avec la tranche inscrite en creux et la tranche définitive avec 2 étoiles. D'accord. Qui sont c'est la pièce en général qui manque dans la série, quoi. D'accord. Sinon, donc, dernière partie de votre ouvrage, donc, qui elle est consacrée aux fauteuils. Donc, vous recensez en fait les différents types de fauteuils. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous êtes parti sur la nomenclature qu'avait fait Monsieur Short dans son ouvrage, donc, qui doit déjà dater d'une dizaine d'années. Ouais, même plus, oui. Est-ce que vous êtes reparti un peu sur cette nomenclature-là, ou est-ce que vous avez adopté votre propre nomenclature par rapport aux fauteuils français que vous avez trouvé, vous avez répertorié en fait? Comment vous avez procédé? Et puis au-delà de ça, alors là, je pense que la question peut intéresser un peu les collectionneurs. Quel est l'état du marché des fauteuils? Est-ce que vous pensez que c'est un marché de niche? Est-ce qu'il a appelé à se développer? Parce qu'on voit bien dans d'autres numismatiques, comme la numismatique américaine,
les fauteuils ont pris le pas presque sur les monnaies normales. Oui. Alors peut-être déjà par rapport au classement, sur le classement. Moi j'ai appliqué le classement traditionnel, c'est-à-dire que Monsieur Shore a fait légèrement évoluer le classement en créant une catégorie supplémentaire que moi je n'ai pas retenu parce que j'utilise le classement classique en 3 catégories, c'est-à-dire les problèmes de flanc, les problèmes de coin et les problèmes de frappe. D'accord. Voilà. À partir de ces 3 catégories, j'ai référencé en fait l'ensemble des erreurs qui existent dans le monde entier. D'accord. Donc l'ouvrage de Monsieur Shore effectivement m'a été très utile, mais il a été complété par des ouvrages américains ainsi qu'un site internet américain aussi qui recense toutes les erreurs connues. Et donc j'ai compilé la totalité de ces informations. Donc, dans quel but? En fait, c'est très simple, c'est que j'aurais pu effectivement référencer les pièces qui sont connues, sauf que les euros sont toujours en cours de fabrication et que ça va le rester sans doute pendant des années et que des nouvelles fauteuils vont apparaître tous les ans. D'accord. Donc ça aurait été trop limité de mettre que ce qu'on connaît aujourd'hui sans envisager qu'il peut y en avoir d'autres. Donc j'ai fait le choix effectivement de recenser toutes les fauteuils qui existent dans le monde et lorsqu'elles existent en euros, j'ai mis la fauteuil de la pièce en euros française qui correspond. Voilà. D'accord. C'est pour ça qu'il y a un certain nombre de parties qui n'ont pas de photo parce que soit elle n'est pas encore connue, soit ça ne s'applique pas au monnayage en euros. D'accord. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sinon sur la tendance du marché des fauteuils? Est-ce que vous avez l'impression que c'est un marché qui se développe? Alors peut-être avec le grading aussi qui aide peut-être ce marché à se développer. Qu'est-ce que vous constatez vous? Par rapport aux pièces fautées, il y a 2 choses. Il y a un effet de rareté et puis il y a le type de faute aussi qui est important. Les euros français fautés sont beaucoup plus rares que les autres pays. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup plus souvent l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique. Ils produisent un peu plus de fauteuils. En France, les contrôles sont quand même beaucoup plus rigoureux et il y a assez peu de pièces qui passent au travers. Et du coup, effectivement, pour ces pièces-là, plus elles sont impressionnantes et plus elles sont chères parce qu'elles sont très très difficiles à trouver. Donc, sur ce marché, il n'y a pas beaucoup de collectionneurs justement parce qu'il n'y a pas beaucoup de pièces en fait. C'est difficile à collectionner. D'accord. Et elles atteignent assez vite des prix. Donc ça fait souvent vite des prix importants, D'accord. mais ça reste quand même une collection qui est assez passionnante dans le sens où on tombe sur des pièces vraiment très curieuses et très originales et qui sortent vraiment des sentiers battus. Donc c'est un petit plus à la collection des euros traditionnels. D'accord. Ce qui pourrait être le plus recherché, qu'est-ce que ce serait? Ce serait les 2 euros monométalliques, ce type de fauteuil, ou des tréflés, ou des doubles frappes, triples frappes, enfin, si ça existe. Oui, tout ça, ça existe. Alors les plus demandés, ou les frappes hybrides peut-être aussi, si on en a. Enfin, elles doivent être extrêmement rares, mais il y en a effectivement. Je dirais que le plus demandé, c'est les erreurs de découpage. D'accord. Parce que ça, on les trouve un petit peu sur toutes les monnaies, elles sont plus ou moins grosses. Elles sont peut-être un peu plus courantes. C'est un peu plus facile, c'est un peu plus courant aussi. Donc effectivement, c'est plus abordable. Mais c'est aussi pour ça que c'est beaucoup demandé. Il y a les erreurs de flanc qui sont moins courants, mais qui sont assez recherchés parce qu'ils sont assez variés. Ensuite, alors effectivement, parmi les plus rares et recherché, c'est les hybrides. Donc là, on est sur des pièces qui sont vraiment très particulières et très très rares. La plupart sont connues qu'à quelques exemplaires, excepté la très très connue 1 centime double face, qui est la plus commune. Mais les autres valeurs existent. En double face? Il faut le savoir. Oui, ça existe en double revers. D'accord. Et en double face. Alors, double face, par contre, ça c'est beaucoup plus rare. Oui, oui, double revers, on en voit quand même quelques fois. C'est plutôt les doubles revers qu'on voit. Et enfin, les plus spectaculaires, et alors là, les plus difficiles à trouver parce que celles-ci sont repérées tout de suite à la fabrication et détruites, c'est les frappes multiples. Les erreurs de frappe.
Donc, soit les frappes multiples, ou les frappes décentrées, D'accord. ou les incuses. Ouais. Ça, c'est vraiment Les incus, j'en ai les plus impressionnantes et les plus rares. donc juste peut-être préciser que votre livre est d'ores et déjà en vente dans toutes les bonnes librairies numismatiques, qu'il est affiché à un prix de 59 €, je crois, prix public. Il fait à peu près combien de pages? 704 pages. 704 pages, donc c'est déjà pratiquement une monographie sur la collection Euro. La première édition a été tirée à combien d'exemplaires à peu près? Donc là, la première impression, c'est 200 exemplaires, D'accord. qui sera peut-être reproduite Sur les éditions ultérieures. Ça ne sera pas une réédition, ça sera une réimpression. Une réimpression, d'accord. La réimpression aura... S'il y a une réimpression, elle sera différente, parce que j'ai une coquille que j'ai souhaité corriger. Donc la première édition sera déjà un objet de collection en lui-même. La première édition est fautée. Voilà, et c'est un objet de collection en lui-même. Oui. Voilà. Merci à vous, Laurent Bonneau.